Et puis on a fait appel à tous les attachés militaires du Cameroun, du monde entier, pour aller dans un conclave à Yaoundé. Et ce conclave-là, on n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais moi, je vais ouvrir la boîte noire pour vous faire savoir ce qui s'est passé là-bas. Who I am, I don't really know. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés, merci de m'avoir suivi pendant mes pérégrinations à travers certains pays, alors qu'on me disait que je suis sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Touadéra Bangala, en colère, avait pourtant fait un mandat d'arrêt contre moi, mais curieusement, je me balade partout où je veux et je ne suis pas interpellé. Cependant, beaucoup risquent d'être interpellés parce qu'ils sont désormais dans des listes noires en cette période où le monde est en train de se diviser. Qu'à cela ne tienne, on ne peut pas arrêter la vérité, on ne peut pas bloquer l'auvent et on ne peut pas bloquer les dossiers noirs. Les dossiers noirs, c'est donc reparti, on ouvre les tiroirs. Quand j'entends les talons des militaires claquer, je vois les cerveaux se fermer. C'est le maréchal Lyotti qui l'avait dit. On m'a tenu au gradé, il avait pourtant franchi toutes les étapes et était un stratège de la guerre. Mais avec cette phrase, il montre jusqu'où, lorsque les militaires prennent le dessus et veulent imposer la guerre, c'est qu'on est à terre. Et c'est malheureusement ça qui se passe actuellement au Niger. Le Niger, où il y a eu un coup d'État qui a renversé le président Bazoum le 26 juillet 2023 et où des puissances tentent de s'allier l'Afrique, Afrique berceau de l'humanité, berceau des matières premières et surtout réservoir de richesses minières. L'Afrique est donc convoitée et l'Afrique aussi est en danger. En danger parce que la moindre étincelle peut faire exploser ce continent qui pourtant est celui de l'avenir tel qu'il est présenté. Parce qu'ayant beaucoup de ressources, ayant aussi une jeunesse, donc une main-d'œuvre, ayant surtout, selon les statistiques, les terres arables et aussi tout ce que les grandes puissances recherchent pour s'enrichir. Le Niger, aujourd'hui, est contrôlé par des militaires. Beaucoup peuvent applaudir, d'autres peuvent s'inquiéter. Et d'ailleurs, même le général de Gaulle, qui lui-même était militaire, avait déclaré, je cite, le képi déforme le cerveau et pas seulement la tête. Le général de Gaulle a fait de la guerre et il connaît les conséquences. Mais au Niger, on semble négliger les conséquences de cette guerre qu'on est en train de brandir, puisque ceux-là qui supervisent les armées de la CEDEAO, de l'Afrique équatoriale, donc les chefs d'état-major, se sont réunis à Accra, au Ghana, pendant 2 jours. Depuis jeudi, ils se donc en conclave. Et ils ont pris la décision hermétique à dire tout simplement, à brandir tout simplement la menace de la guerre. Ils ont dit, selon leur porte-parole, qui est Ahmad Kaba, commissaire aux affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la CEDEAO, il a donc déclaré que leur réunion était basée sur le fait qu'il fallait arrêter des plans et surtout des objectifs stratégiques. Autre chose, il fallait connaître le nombre de moyens qu'il faut mobiliser, des effectifs, le matériel. Et puis, il fallait que les États puissent s'entendre sur l'opération. Les chefs-majors de la CEDEAO se sont donc entendus dans une large majorité. La CEDEAO, des 15, on peut dire que seul manquait le Cap-Vert qui est dirigé encore par un civil, mais qui n'a pas voulu prendre part à cette kermesse de carnage. Les régimes militaires, bien évidemment, tels que la Guinée, ne pouvaient pas prendre part à ce conclave, puisqu'il s'agissait du Niger, et bien évidemment aussi, on ne pouvait pas inviter sur la table le Mali, la Guinée, ou encore le Burkina Faso, qui ont déjà aussi formé un bloc. De ces déclarations, on retiendra surtout que les chefs d'état-major ont déclaré que le jour J, c'est-à-dire le jour du lancement de l'apocalypse, de l'Armageddon, avait déjà été arrêté. Il ne restait plus que la conférence des chefs d'État de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest pour valider leur plan d'attaque. Ils sont sûrs de leurs objectifs, d'autant plus qu'ils avaient déjà même sollicité la France. Et derrière la France aussi, il y a l'Allemagne, qui non seulement a validé toutes les décisions de la CEDEAO, mais aussi cautionne l'option militaire. Et l'Allemagne n'est pas seule, ou la France, puisque le Conseil européen, représenté par le président Jacques Michel, a bel et bien aussi déclaré que l'Europe soutenait le président déchu, Bazoum, qui pour eux
reste encore l'homme de la situation et que, bien évidemment, l'Europe ne reconnaissait pas le régime militaire. Il a d'ailleurs eu un entretien avec le président en exercice de la CEDEAO en la personne de Bola Tinubu, le président du Nigeria, qui est au four et au moulin. La tension monte également du côté de l'ONU, qui d'ailleurs a déclaré que les militaires ou bien la junte a pris le pouvoir, c'est un coup de tête, c'est inadmissible. A écouté d'ailleurs Turk Volker, celui qui est chargé des droits de l'homme au niveau de l'ONU, eh bien, la phrase est claire, les armes n'ont plus droit à cette ère d'imposer la loi. C'est l'ONU qui le dit. Mais cependant, c'est encore les grandes puissances et la CEDEAO qui valident l'option militaire. J'ai toujours dit, je suis pour la veuve et l'orphelin. Je suis pour le peuple. Je suis pour les populations meurtries. Beaucoup s'amusent sur les réseaux sociaux, mais ne connaissent pas la réalité de la guerre. La vraie guerre, quand on la gagne, il faut que tout le monde meure. Et cette guerre aura des conséquences fâcheuses si jamais elle est faite. Heureusement, il y a encore tout un petit espoir. Une petite lueur sur le plan diplomatique, puisque en la journée du samedi 19 août 2023, une délégation de la CEDEAO s'est déplacée au Niger pour aller rencontrer la junte dirigée par le général Tiani. En tant que panafricaniste, je conseillerais, de par mon humble voix, que tous les belligérants et surtout les deux camps puissent s'entendre. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'une bonne guerre. Et d'ailleurs, même Franklin Roosevelt aimait reprendre cela. Il faudrait que tout le monde s'en sorte, que personne ne soit humilié. Mais si par orgueil, les militaires qui sont actuellement devant, non seulement ceux de la CEDEAO, mais aussi ceux de la junte, qui se disent qu'ils sont dans leur droit, eh bien, ça risque d'être très difficile. Pour le Niger, qu'il faut-il le dire, vit déjà de l'aide internationale. J'entends bien les gens dire, ça va nous permettre d'avoir la souveraineté. Mais est-ce que vous imaginez ce que certains aujourd'hui subissent qui n'ont pas d'électricité? Est-ce que vous voyez aujourd'hui ce que subissent et ce que vont subir les populations civiles lorsqu'il y aura des bombardements? La guerre va se passer à Niamey. Le palais, c'est à Niamey. Les civils sont à Niamey. Comment vont-ils faire? La balle va-t-elle choisir seulement les hommes en tenue? Lorsqu'on sait que dans toutes les guerres, c'est les civils qui sont des victimes majoritaires. Et au-delà de ça, il y aura des conséquences économiques puisque le panier de la ménagère n'est plus à la portée de n'importe quel Nigérien. Parce que les denrées alimentaires se sont envolées, parce que les frontières sont fermées et parce que dans la difficulté, il y aura même des problèmes de santé. Peut-être les enfants n'iront plus à l'école. Vous connaissez Zao, les enfants cadavérés, les hôpitaux cadavérés, la grand-mère cadavérée, les ministres cadavérés, Marc Lopa, ancien combattant. Pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon. Je le répète, la guerre, cette guerre au Niger n'a pas à se faire. Ne vous laissez pas entraîner en enfer. Et au-delà de ça, cette guerre va sortir des frontières parce qu'il y a beaucoup de puissance qui sont concernés. Aujourd'hui, beaucoup sont encore dans des discours lyriques en prétextant que la CEDEAO ne peut pas attaquer. Ne serait-ce que pour ne pas se sentir humilié, elle va justement attaquer. Il ne faut donc pas bousculer. Les militaires qui ont pris le pouvoir vont aussi sortir des armes. Le Mali, le Burkina, la Guinée et les alliances vont se former. Je l'ai dit, je le répète aujourd'hui. Et certains disent que ce sera une guerre illégale. J'ai entendu les hauts gradés de l'armée nigérienne le déclarer. On peut aussi déclarer que le coup d'État est illégal, selon les accords de la CEDEAO. Peut-on rétablir Bazoum par la guerre? Il pourrait même perdre sa vie dans cette guerre, puisque son palais est encerclé par des militaires. Comment on va faire? Donc, on accuse le mal et on veut résoudre le problème du mal par le mal. C'est-à-dire qu'on dit que le coup d'État était mal et on vient faire la guerre qui est un grand mal. C'est vrai que la CEDEAO se dit dans ses droits. La CEDEAO n'aura pas besoin d'un mandat de l'ONU. J'ai entendu les juristes essayer de disserter, de philosopher là-dessus. Mais la réalité est que la CEDEAO est une organisation interétatique sous-régionale où les statuts ont été adoptés par les 15 États. Et quand on voit le traité de 1993 qui a été révisé, dans son article 58, alinéa F, il est clairement mentionné que pour le maintien de la paix, la sécurité, la CEDEAO peut actionner une force régionale pour rétablir l'ordre. C'est écrit. Et ce qui s'est passé chez les autres devrait nous inspirer, nous effrayer, nous renseigner, nous alerter et surtout nous faire temporiser. Personne n'est sûr de gagner. C'est le peuple qui va perdre. C'est le Niger qui va perdre. C'est l'Afrique qui va perdre. Et la Russie est déjà installée en Afrique centrale ou en
République centrafricaine. Et dès que Paul Biya a vu le coup d'État au Niger, qui était le dernier maillon de la bande qui est là, et bien Paul Biya dit: je suis mort. Le coup d'État arrive, d'autant plus que Wagner est à côté, en République centrafricaine. Beaucoup de chefs d'État risquent d'être renversés. D'où la peur de Paul Biya, qui maintenant va se réfugier sous le lit de Poutine, en pleurant comme un bébé. Lui, le grand-père, il demande déjà de l'aide de la Russie. Le coup d'État au Cameroun, il y a déjà des bruits de bottes. Le coup d'État au Cameroun, c'est justement ça qui fait aujourd'hui que Paul Biya soit incapable de faire le remaniement. Le Cameroun est sur un fil. Et si ça explose là-bas au Niger, sachez que ça va prendre vers le Tchad. Et le Tchad donne directement vers le Cameroun. La situation du Niger inquiète beaucoup Paul Biya, de telle sorte qu'il a d'ailleurs fait que son ministre délégué à la défense, non seulement aille, avant d'aller en Russie, organise une réunion de crise, une réunion de sécurité. Et on peut dire que c'est rarement que cela se fait. C'est la deuxième fois que Paul Biya agit ainsi. Et surtout en ce moment précis, c'est la toute première fois. Cette réunion, il a demandé au ministre des Affaires étrangères d'envoyer tous les stratèges en géopolitique, en géostratégie, en tout. Et puis on a fait appel à tous les attachés militaires du Cameroun, du monde entier, pour aller dans un conclave à Yaoundé. Et ce conclave-là, on n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais moi, je vais ouvrir la boîte noire pour vous faire savoir ce qui s'est passé là-bas. Parce que tous les attachés de défense, je vais vous donner d'abord le titre de la conférence. Bon, c'était... La coopération militaire camerounaise à l'ère du retour à la multipolarisation de la puissance en relations internationales. Vous avez suivi le thème. Le ministre délégué à la défense a fait un discours avec des traits vraiment sérieux. J'ai relevé quelques points. Même étant ici, moi j'assiste dans vos réunions là-bas, les réunions secrètes. Voilà ce qu'il a déclaré. Le Cameroun, qui est une Afrique en miniature, située au cœur du continent, suit avec un intérêt particulier les changements qui se produisent au Sahel. Et puis, je ne vais pas prendre tout son discours. Donc, il n'a pas parlé de l'Afrique centrale, mais il a dit au Sahel qu'il y a des changements qui se font là-bas. Quand vous connaissez la carte de l'Afrique, prenez-la. Vous allez voir les pays qui sont touchés. Ils ne sont pas voisins du Cameroun. Vous voyez la Guinée, le Burkina Faso, le Mali, le Soudan, le Niger. Vous allez voir que l'Afrique se divise en deux comme ça. Et il y a une frontière de 6000 km. Le Niger était le dernier boulon qui est resté. Et c'est pour ça que le Niger intéresse les Occidentaux qui sont inquiets. Le Niger est devenu l'allié stratégique des Occidentaux. Parce que ce qui vient de se passer, cette frontière, on appelle ça en géopolitique le coup belt. Pour comprendre pourquoi Biya s'inquiète. Parce que vous voyez le Niger loin. Maintenant, il est à côté. Il est là. Parce que c'était le mur qui, en même temps, contenait l'inondation de l'immigration de l'Afrique vers l'Europe, la Libye étant déstabilisée. Mais aussi, les Occidentaux se sont installés pour surveiller le reste de l'Afrique, comme par exemple le programme africain des États-Unis. Au Niger, quand vous voyez l'Allemagne aujourd'hui parler de la guerre, c'est parce que l'Allemagne est installée là-bas, dans la base d'Agadez, la base 201 des États-Unis, parce que les États-Unis eux-mêmes, ils ont 1100 soldats là-bas, sans oublier les Français qui ont 1500. Ils ne partiront pas. De toutes les façons, ce serait une guerre. Mais je continue sur les prescriptions du ministre. Devant les chefs militaires, il a déclaré ceci, qu'il prescrivait donc une vigilance stratégique avec le développement politique inquiétant dans le Sahel et le golfe de Guinée. Tout ça se joue actuellement dans le Sahel et le golfe. Et le golfe de Guinée, c'est le paradis. Il y a tout dans le golfe de Guinée. C'est le jardin de l'Éden. Et le Cameroun est l'entrée, la porte d'entrée du golfe de Guinée. Il a donc demandé, bien évidemment, qu'il faut... Enfin, j'ai dit ce qu'il a dit. J'ai dit, mesdames et messieurs les attachés, ces défis géopolitiques nous imposent une cohérence de pensée et d'action. L'intérêt supérieur du Cameroun et lui seul devra constituer votre leitmotiv au quotidien. Vous veillerez à sa sauvegarde en étroite collaboration avec nos ambassadeurs et vos commissaires. Il a demandé la veille stratégique, le renseignement de tous ordres, le suivi des militaires de passage, le suivi étroit de nos différentes diasporas positives, comme activistes. Oh, je suis surveillé, je l'étais déjà. C'est chaud, hein? Là-bas, c'est chaud. On dit que vous voulez aller faire le coup d'État. Hein? Enfin, vous pouvez aller faire le coup d'État. Ou plutôt, prendre des dispositions appropriées pour obtenir les agréments des autres pays de vos circonscriptions respectives. Et ne pas rester figé ou cloîtré dans les seuls pays de résidence.
Vous devez vous employer à ratisser large dans tous les pays de vos juridictions, sous l'autorité de vos chefs de mission diplomatiques en liaison avec la division de la coopération militaire. Maintenant, vous dites que tout se passe au Cameroun, non? C'est vous qui nous dites souvent, venez ici, venez ici. Maintenant, ils sont partis de là-bas, ils viennent déjà ici, ils disent que la guerre, c'est ici. C'est ici. Vous qui nous dites là, on vous attend ici au pays. C'est ici que ça se passe. Parce que même quand vous parlez de la Russie, là, la Russie, c'est pas en Afrique, ça vient de loin. La France, c'est pas en Afrique, ça vient d'ici. Hein. La Chine, c'est ailleurs. Hein. C'est la diaspora. Hein. C'est dans la diaspora. Comme vous dites que ça se passe là-bas. Bon, et puis, il dit qu'il faut bien évidemment la recherche de nouveaux partenariats dans tous les domaines pouvant intéresser la défense. Surtout, il soutient et insiste. Avec la guerre en Ukraine, le Cameroun se trouve, avec la guerre en Ukraine et au Niger, autant pour moi, le Cameroun se trouve confronté à plusieurs menaces et doit trouver son chemin dans ce théâtre mondial. Avec la guerre et la guerre en Ukraine, il y a même la guerre au Niger, hein, alors qu'il n'y a pas encore guerre. Hein. On parle déjà de guerre. Le Cameroun se trouve confronté à plusieurs menaces et doit trouver son chemin dans ce théâtre mondial trouble et poursuivre résolument sa marche vers l'émergence en 2035, conformément à la vision du chef de l'État. Cette réunion de crise et surtout ces résolutions montrent donc que Paul Biya est complètement impliqué et est beaucoup inquiet. D'ailleurs, c'est pour ça, comme je vous ai dit, le ministre lui-même est reparti totalement sans faire beaucoup de bruit, alors que le Cameroun avait déjà signé des premiers accords ou renouvelé d'autres accords avec la Russie. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est justement cette façon de Paul Biya. Protège-t-il le Cameroun ou veut-il se protéger? Parce que parfois nous confondons l'État et le chef d'État qui parfois veut rester seulement au pouvoir. Il y a des bulletins qui doivent être fournis tous les 3 mois désormais. Mais ce que Biya et qui risque d'arriver au Cameroun, c'est quoi? C'est les divisions dans son armée. Il a créé une armée à lui qui s'appelle le BIR. Les autres armées ont été presque abandonnées, ne sont pas bien traitées. Mais bon, aujourd'hui, même dans le BIR, il y a les bruits de bottes. Et autre chose, toutes les guerres et tous les coups d'État qui sont en train de se passer viennent de la misère aussi des populations. Et par la suite, il y a toujours ce qu'on développe comme le tribalisme. On disait diviser pour mieux régner. Ils ont donc créé le tribalisme. Mais ce tribalisme est dangereux parce que ça se retourne contre ceux qui les ont créés. Le tribalisme est dans l'armée. Et le tribalisme, aujourd'hui, a aussi provoqué une guerre au niveau du Soudan. Quand Biya va maintenant solliciter Poutine, c'est pourquoi vous vous rendez compte? D'autres pays sont là-bas pour le partenariat économique et des opportunités. Certains sont partis mendier le blé, mais lui, ce n'est que le partenariat militaire. Les accords militaires. Il faut la guerre. Mais le problème est le suivant. Biya oublie une chose. Béchir l'a fait. Il a même appelé la Russie. Il a été renversé. Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, la guerre qui se passe au Soudan, alors qu'il y a la Russie là-bas, hein, il y a la Russie au Soudan, il y a la Russie qui est installée là-bas au Soudan, il y a Wagner au Soudan. Et c'est ça que je voulais vous dire que quand vous entendez guerre là, que Wagner va faire ceci, Wagner va faire, allez voir ce qui se passe au Soudan. C'est-à-dire que 2 généraux de Béchir, Omar Béchir, qui actuellement 2 de ces généraux qui s'entendaient, qui ont fait le coup d'État, eux-mêmes sont entrés en guerre depuis avril 2023. Donc, exactement comme l'armée camerounaise, Béchir lui aussi a créé 2 entités. Donc, il y a l'armée républicaine et à côté, il y a une autre unité qui est presque dirigée par des paracommandos et qui est beaucoup plus ancrée, qui est beaucoup plus en relation avec Wagner. Alors, la guerre a déclenché entre ces 2 généraux. Il y a le général Al-Bourhan. Lui, il a pris les airs. C'est lui qui contrôle là-bas. Donc, ça, c'est l'armée régulière. Il y a Emeti, quelque chose comme ça, qui a aussi pris son côté, qui est avec Wagner. Ils étaient ensemble, comme exactement, vous voyez ce qui se passe actuellement au Niger. Et d'ailleurs, même ce qui s'est passé au Mali. Au Mali, il y a eu un coup d'État, puis un autre coup d'État, pour que Assimi Goïta arrive là. Et on n'est pas sûr qu'il va continuer seul. Hein. Un autre militaire peut se lever là pour faire ceci et cela. Mais sauf qu'au Niger, pour l'instant, il n'y a pas de guerre. Mais regardons donc ce qui se passe là-bas au Soudan. En 5 mois, selon le chiffre officiel, il y a eu 3900 morts de civils. En 5 mois seulement, il y a 3 millions de déplacés. En 5 mois seulement, il y a 1 million de réfugiés. Les 2 généraux là, chacun disait je vais gagner ça en un jour, l'autre disait je vais gagner ça en une semaine. Parce que quand vous commencez la guerre, les gens ils se bombent le torse là, oh, on va faire ceci, on va faire cela. Les gens sont sur des réseaux sociaux.
les gens qui étaient sur des réseaux sociaux qui encourageaient la guerre. 4 sont déjà morts. Ils voulaient s'enfuir. Certains sont ici, en France. Ils vous disent, allez faire la guerre. Oh, descendez, vous faites la guerre. Oh, vous pouvez. Oh, les Wagner vont arriver. Mais nous, on est ici en sécurité. Hein. On est en sécurité pour l'instant. Parce que si moi-même j'entends là, boum, ventre à terre, bas la terre. Je ne vais pas rester là. Vous croyez que c'est moi qui... Hein? Mais quand certains sont ici, ils vous disent que la guerre là, ah non, Wagner, on va gagner. La France, du côté de la France et du côté de la CEDEAO, on va gagner. Mais le pire, c'est que comme je vous dis, en 5 mois aujourd'hui, il y a 380 000 nouveaux réfugiés au Tchad. Or, il y avait 400 000 réfugiés au Tchad avant la guerre parce qu'ils fuyaient Béchir. Mais aujourd'hui, c'est très grave parce que ceux qui sont au Tchad là, donc à peu près sont déjà 800 000 réfugiés soudanais sont au Tchad. Le Tchad, c'est le Cameroun. Ils vont donc traverser. Ils sont en train de traverser. Ils sont déjà installés là-bas, à l'extrême nord, au nord. Ils s'éparpillent. Vous croyez qu'on n'aura pas de conséquences? C'est ça là. Voilà pourquoi Biya, qui sait que le Tchad lui aussi risque d'être déstabilisé parce que Mahamat Déby lui-même c'est un coup d'état. Et pour l'instant, il se dit que bon, peut-être que je suis encore soutenu par la France. Et en même temps, vous voyez comment lui-même il danse déjà au tango. Tantôt il va avec c'est là les putschistes du Niger. Et tantôt il est avec la France. Tantôt il est avec les chefs d'État d'Afrique centrale. Tantôt il va dans les choses de l'Afrique de... Parce que lui-même, il est en train de lire l'heure. Et Biya de l'autre côté, quand il va, mais c'est pour signer quoi? Bon, vous allez me dire, c'est bien, bon. Les chefs d'État d'Afrique centrale, c'est incroyable. Oui, la Russie est arrivée, par exemple, là, en République centrafricaine. Mais la République centrafricaine fait quoi? C'est aussi la même chose. Eh bien, Touadéra donne l'or, l'uranium, le diamant et le bois. Et Wagner est là. Wagner est là. Comme aussi la France avait des mercenaires. À l'époque, Bob Denard. Nous sommes retournés en arrière. Nous-mêmes, nous applaudissons tous les mercenaires. Nous sommes contents, les jeunes défilent. Wow, 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 vive les mercenaires, vive. Nos parents ont applaudi Bob Denard avec les mercenaires. Ça fait avancer l'Afrique. Mais non, admettons ça. La coopération ne doit pas seulement être militaire. Elle doit être économique, technologique. Mais nous ne savons pas le faire. Nous partons tout simplement négocier. La plupart des chefs d'État africains vont seulement parce qu'ils veulent sécuriser leur pouvoir, parce qu'ils ont peur des coups d'État. Et pourtant, personne ne peut vous garantir que vous allez rester là si le peuple et si les militaires eux-mêmes commencent déjà à dire que trop c'est trop. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup applaudissent, ils oublient que si nous sommes en train de mendier le blé aujourd'hui, si nous sommes actuellement en train de dire que oh, il manque l'huile, il manque du pain, oh les beignets sont chers. Mais c'est à cause de qui? Ce n'est pas Biya. Biya était parti en Inde. Biya d'abord fait la Chine. Il est parti s'endetter là-bas. Plus de la moitié de la dette du Cameroun, on est parti prendre ça en Chine. On a su. Biya est parti en Inde, où il a même pris des tracteurs. Les tracteurs là sont hauts. N'est-ce pas, ça me brousse. Alors que ça devait relever le domaine agricole pour nourrir les gens. Oui, nous voulons être souverains, nous voulons être indépendants. Mais, chers Africains, peut-on être indépendant si on va mendier le blé en Russie? Peut-on être indépendant si on demande encore l'aide budgétaire? C'est-à-dire que pour payer les fonctionnaires, on va encore demander l'aide aux Occidentaux qu'on combat. Soyons sérieux. Peut-on être souverain si, après avoir fait un coup d'État, ou bien pendant qu'on dit je suis panafricaniste, on continue à utiliser le franc CFA qui est fabriqué en France? Pourquoi est-ce qu'ils n'abandonnent pas ça? Mais nous sommes quelle qualité de panafricanisme? Ce que les Biya et les autres font là, c'est de la poudre qu'on jette dans nos yeux.